texte originel en arabe et le texte en français. Et ensuite, donc 5 parties. Donc la première, je donne simplement les titres qui sont significatifs, parlants. Une expérience nomade, les 1001 voix du poème. Donc là, qui s'attache à la, on va dire, la poétique que l'on peut trouver, dans l'œuvre qui est déployée dans l'œuvre de Habib. Deuxième partie, un intermède théâtral approche qui s'intéresse au théâtre d'Habib. Troisième partie, traces pour l'avenir, là qui s'intéresse davantage à tout ce qui est traces culturelles dans cette œuvre, qui se nourrit à la fois d'influences orientales, dira-t-on, et de l'autre côté d'influences occidentales. Donc il y a cette double veine culturelle qui nourrit l'œuvre, et cette troisième partie interroge effectivement cette double veine. Quatrième partie, du poème au réel au poème. Et donc cette partie s'intéresse au rapport entre la réalité, le réel et l'écriture, qu'elle soit poétique ou littéraire de façon plus globale, comment restituer le réel, comment rendre compte de la réalité. Et enfin, la cinquième partie, langues et traversées, donc qui s'intéresse à la question du plurilinguisme, qui nourrit également l'œuvre de Tengour, et la traduction, la question de la traduction. Voilà. Je ne veux pas monopoliser trop la parole d'emblée. Je vais laisser la parole à Didier qui va évoquer son rapport à Tengour, ce qu'il a voulu faire, quelle a été son idée en proposant la contribution qu'il nous a offerte pour ce volume. Donc la parole est à toi, Didier. Ça marche, ça marche pas. Ça marche. Bonjour. Bonjour, merci pour votre présence. Hervé a bien résumé la situation. Mais je vais prendre le tien. Le tien, on l'entend bien. Je remercie les personnes qui sont présentes pour cette petite rencontre autour d'Habib Tengour. Hervé Sanson a bien résumé l'architecture du livre, qui est un hommage au poète et dramaturge et écrivain Habib Tengour, donc, que je ne connaissais pas tant que ça finalement, jusqu'au moment où je me suis un peu intéressé à son théâtre. Et de son théâtre, quand Hervé m'a proposé de travailler avec quelque chose autour d'Habib. J'ai choisi une petite pièce courte dans laquelle j'ai retiré des choses pour en remettre d'autres. Et j'ai fait, avant de venir, une toute petite, quelques petites notes afin de faire comprendre ce qui s'est passé, les faits, la partie matérielle de ce travail. J'ai appelé ça occupation-habitation. Parce que j'ai pris une petite piècette, une pièce d'un acte de Tengour, dont j'ai retiré absolument tous les dialogues et j'ai gardé que les didascalies. Donc j'ai évidé le texte de quelque chose pour le remplir. Je l'ai déterritorialisé pour le reterritorialiser dans ma langue à moi. Ça me semblait une bonne façon de voir l'œuvre à la fois en miroir et à la fois en posséder et être dépossédé en même temps. J'ai joué sur cette double entrée, occupation, habitation, possession, dépossession. Parce qu'en fin de compte, je dépossédais le texte d'Habib, puisque j'enlevais les répliques de ces personnages. Je les remplaçais par les miennes, donc je faisais une possession à partir d'une dépossession. Donc j'ai trouvé j'ai déjà à plusieurs reprises utilisé cette méthode, notamment autour de Mohamed Dib, un poème que j'ai gardé quelques traces du poème de Mohamed Dib. Je l'ai fait aussi pour Paul Celan, je l'ai fait aussi pour Charles Juillet. Donc je fais ça assez facilement et je trouve un grand plaisir à m'introduire dans un univers de papier, donc qui est ouvert et qui permet l'occupation, comme je disais tout à l'heure, qui permet l'habitation de ce travail. C'est rapide quand même, je ne vais pas trop
Une chose en tout cas, ce texte d'Habib Tengour qui s'appelait l'impromptu de Tiglit, c'est ça, l'impromptu de Tiglit, que j'ai repris et j'ai marqué l'impromptu de Rochechouart pour approprier le lieu vers ma propre appropriation intérieure. Et puis cette pièce, c'était une sorte de mise en abîme de théâtre au théâtre. Donc, il y avait un metteur en scène, il y avait des comédiens. Donc en fait, finalement, j'ai trouvé ça il n'y a pas si longtemps. C'est une sorte parce que moi aussi, dans la pièce que j'ai réécrite à partir de ce que j'avais enlevé pour le remplir, j'avais à l'esprit de faire un metteur en scène et des acteurs. Donc en fin de compte, c'est un texte double au carré. Parce qu'il est double, parce que c'était déjà une double entrée avec la mise en abîme, plus de nouveau moi qui interviens de nouveau en mise en abîme, ça fait une sorte de double au carré. Et je trouve que c'était intéressant en tant qu'écrivain, c'est très intéressant comme exercice. Mais j'aime assez les exercices imposés, les thèmes, ça me motive beaucoup. Là, je suis en train d'écrire un texte sur la ville parce que Yasmina, plasticienne qui m'accompagne depuis très longtemps maintenant, produit des travaux sur la ville. Et j'ai écrit un très long poème sur la ville pour accompagner son travail. Donc, et je dis ça parce que j'ai fait ça aussi, une sorte de caviardage, mais le mot n'est pas beau et puis il y aurait la censure, ça n'irait pas. Mais une sorte d'appropriation, quoi. Voilà. Donc, je crois que je vais m'arrêter là, peut-être donner la parole à Habib. Hein? Ou Hervé? Oui, alors j'ai préparé, évidemment, le but c'était de dialoguer avec notre poète. J'ai préparé quelques questions pour lancer... Non, je pense que c'est terminé par les lectures. À moins que vous vouliez déjà entendre des lectures, on peut peut-être scander. Oui, mais je voulais lire à la fin. Habib, il veut prendre les choses en main. En même temps, je me range à la salle. Si vous voulez déjà entendre un texte, on peut directement entrer dans le texte. Oui, c'est une bonne idée. Voilà. Donc, je vais vous lire la lettre que Mohamed Dib a adressée au jeune Habib Tengour, à l'époque, pour sa première grande œuvre, qui est Le Vieux de la Montagne. Donc, lettre du 18 octobre 1983. Cher monsieur Habib Tengour, vous avez été bien aimable de m'envoyer votre livre Le Vieux de la Montagne. Je vous en remercie d'autant plus vivement que sa lecture m'a procuré un plaisir qu'un livre donne rarement à ce point. Tous les éléments en sont portés à un tel degré de fusion que la moindre scorie s'en trouve éliminée et que le lecteur ne reçoit de vous que des pierreries parfaites, de l'eau la plus pure. Aujourd'hui, on dirait les puces de télévision dont sont faits les microcircuits, votre récit étant moderne de ton, justement. C'est pour nous, écrivains, un modèle que votre livre. Nous nous perdons trop en bavardage. Dieu sait pourquoi et dans quel but. Il est heureusement des œuvres comme la vôtre qui, tout en nous interpellant quant à l'essentiel, quant à ce qui doit compter pour un homme tout court, quel qu'il soit, rappellent à ceux qui se mêlent d'écrire l'exigence nécessaire et haute sans laquelle toute parole est promise au vent. J'enchaîne deux premiers textes à entendre avant de poser quelques questions à notre poète. Je ne le lirai pas en arabe parce que je ne suis pas capable de lire en arabe, mais le poème d'Adonis, qu'on ne présente pas évidemment. En lisant un poème de Habib Tengour, deux univers enlacent cette lecture et s'embrassent dans un seul et même lit. La voie orientale et l'horizon occidental. La première représente le fond du poème, le second sa forme. Le poème Orient, éclat qui scintille dans les contrées de l'imperceptible et de l'intime. Le poème Occident,
temps qui élargit les frontières du lieu. Le mot tient de l'Occident ses lèvres et de l'Orient la voix. Qu'en est-il alors de la forme de l'écriture? Est-elle occidentale, orientale ou entre les deux? Mais qu'est-ce donc que la forme? Ceci, comme si j'entendais une réponse formulée par l'expérience et son histoire. Ce qui n'a pas de forme, c'est la forme qui s'ouvre le plus sur l'infini. C'est ainsi que la poésie de Habib Tengour parvient à dire à son lecteur « Oui, le soleil pleut, mais dans les mots d'un poète amoureux, errant entre les vagues de ses mots et les rives de sa voix. » En finissant de lire ce poète ami, je ressens comme le besoin d'ajouter une note. Entre le coup de pioche dans un champ algérien et la goutte de pluie à Paris, on peut donner une réception de verdure célébrant les roses, les arbres et les sources. Paris, 20 décembre 2021. Alors, la première question, mon cher Habib, elle est toute simple, et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est la première. Comment quand tu as découvert, tu as ouvert ce volume, quelles ont été tes premières impressions, comment l'as-tu reçu, autrement dit? Bon, c'est-à-dire que je savais plus ou moins qu'il y avait un hommage qui était réalisé par Regina et toi. Comme Regina Keil m'a traduit énormément en allemand, mais je ne savais pas qui allait collaborer, qui étaient les gens qui ont été sollicités, sauf Adonis. Sauf Adonis parce que j'ai été le voir et comme il savait, je lui ai dit, écoute, voilà, il paraît, on est en train de faire un hommage, est-ce que tu voudrais écrire quelque chose? Comme je le connais depuis longtemps, il faut dire une chose. Bon, Adonis, je l'avais rencontré la première fois, j'étais jeune étudiant en 67, 68. Je me souviens de ça, il n'était pas très connu, sauf qu'il a été traduit par Jacques Berck à l'époque, qui ont parlé. Et pourquoi je m'étais intéressé à lui? Parce que Berck disait qu'il était surréaliste, plus ou moins. Donc, et que moi, j'étais très marqué à l'époque. Mes premiers textes dans les années 60, c'était le surréalisme. Mais on s'est retrouvés avec Dib et lui et d'autres aux éditions Sindbad. Et comme je venais de publier mon texte Le Vieux de la Montagne, bien sûr, je l'avais envoyé à Dib et je l'avais aussi envoyé à Adonis. Et après, on a gardé le contact depuis cette époque-là, les années 80. Donc, ce qui fait que on se connaît depuis pas mal de temps. C'est-à-dire ces éditions ont été importantes puisque j'ai publié trois ouvrages chez eux qui sont des textes en prose. Prose poétique, mais prose quand même. Après, Sindbad a disparu. J'ai publié le texte qui était chez Sindbad, qui était un recueil de nouvelles, a été repris par Actes Sud, Jean de Mostat, mais ce livre a eu un petit prix. Mais enfin, comme je ne fais pas partie des auteurs qui vendent beaucoup. Donc, après, les éditions de La Différence ne voulaient plus ni rééditer mes textes antérieurs, ni me prendre pour les textes d'après. Et il a fallu plusieurs années où j'ai traîné plusieurs années avant que, grâce à Abdeltif Labi d'ailleurs, qui était publié aux éditions de La Différence, qui m'a présenté Joachim Vital, qui à l'époque dirigeait les éditions. Et Joachim m'a dit « Ah, c'est bon, tu m'intéresses, je vais te publier tous tes livres. » Comme la plupart de mes livres étaient épuisés,
Puis après, en discutant, il a dit en riant, moi je lui ai dit, écoute, je n'ai pas beaucoup travaillé en France. À l'époque, j'étais enseignant à Évry, dans le Val-d'Essonne, et à Paris 7. Donc c'était la fin des années 90, début 2000. Ah, il m'a dit, j'ai dit, je sais pas, je vais être bientôt à la retraite, tout ça. Il m'a dit, écoute, on a encore quelques années pour te rendre célèbre. Ça m'a fait rigoler, qu'il allait tout publier. Malheureusement, le pauvre Joachim a eu une crise cardiaque à Lisbonne en 2006, peut-être un peu plus tard, je ne sais pas les dates. En tout cas, les éditions de la Différence, après, ont eu des tas de problèmes et maintenant, elles n'existent plus. Donc, ce qui fait, mais déjà à cette époque-là, j'ai commencé à chercher un éditeur algérien pour faire, parce qu'à l'époque, quand il y avait Sindbad était distribué partout en Algérie. Même dans le moindre petit patelin, on trouvait les éditions Sindbad. Après, dans les années 80, les gens connaissaient mon travail. Après, plus du tout, et il fallait que je cherche un éditeur algérien. C'est les éditions APIC, à qui j'ai commencé à donner et qui a repris. Pour l'instant, il m'a réédité au moins 6 ouvrages parmi les textes épuisés. Et j'ai trouvé, il y a 2 ans, j'avais publié chez lui avant Paris Méditerranée, Le Poisson de Moïse, où je croyais avoir fait le best-seller, qui n'a absolument pas marché. C'est le seul roman que j'ai vraiment écrit. Par contre, la traduction allemande a eu vraiment toute la presse. C'était comme quoi, mais l'édition allemande était parue 2 ans après. Le livre est sorti au moment du 11 septembre. Et je me souviens, la critique dans Le Monde, ils avaient lu les épreuves et ils ont dit on ne peut pas parler de ce livre parce que où est le bien, où est le mal. Donc comme moi j'avais trouvé dans ce livre, j'avais longuement réfléchi. D'abord j'avais écrit, on devait faire un film, un scénario, tout ça, et puis sur un personnage qui était encore inédit dans la littérature, c'est le personnage du jeune terroriste islamiste. Des gens qui partaient en Afghanistan, des Algériens. J'avais fréquenté quand même des avocats, des gens qui m'ont parlé de ces jeunes qui, dès les années 80, allaient lutter contre les soviétiques. Et je voulais écrire un roman d'aventure, tout ça. D'ailleurs, Dib, quand je lui ai envoyé, il m'a dit attends, il ne m'a pas écrit de lettre, là, c'était le téléphone. Mais comment, c'est vraiment, comment on ne peut pas parler de ce livre et tout ça? Il m'a dit, mais c'est vraiment un grand roman d'aventure et tout. Ça n'a pas marché, ça n'a pas. Et Paris Méditerranée a fait faillite aussi après. Donc, après, Michel Carassou, qui dirigeait les éditions, maintenant il a une toute petite maison d'édition où il a quelques poètes et des bons poètes, des poètes roumains, mais d'autres. Et donc, mon dernier recueil de poésie a été publié il y a 2 ans chez lui, La Sandale d'Empédocle. Et c'est lui qui va être... j'ai un prochain livre qui doit paraître chez lui. La Sandale d'Empédocle, mais il n'a pas vendu beaucoup. Pourtant, il était dans la shortlist du prix Apollinaire, mais il n'a rien vendu. Alors, c'est moi qui ai acheté les bouquins pour les offrir aux amis. Alors, donc, voilà. Alors, pour revenir à ta question, ça m'a... j'étais content, bien sûr. Je me suis dit, oui, c'est la tradition, effectivement, d'offrir un hommage. Mais en général, dans la tradition, c'est déjà à 70 ans, parfois à 65 ans. Et moi, j'ai toujours vu, à l'époque, les soviétiques, les auteurs soviétiques, quand ils arrivaient à 65 ans, on leur publiait leur œuvre complète. Donc c'était la tradition de publier l'œuvre complète d'un auteur à partir de 65 ans. Et je me disais, c'est très bien. Et c'est d'autant bien qu'il y avait des approches inédites entre le premier livre qui m'avait été consacré, qui avait été fait par Mourad Eles, qui était paru chez Cartala,
mais qui était composé que d'universitaires. Ce qui m'a plu dans celui-là, c'est qu'il y ait la partie de poètes, qui sont des poètes que je connais, des poètes amis, qui ont donné des textes, et des contributeurs, des chercheurs. Et d'ailleurs, vous auriez pu avoir même plus d'auteurs, mais ça fait déjà un gros volume. Donc, oui, oui, que le livre est trop gros, mais enfin, il n'est pas si gros que ça. Bon, enfin bon, et donc j'ai été plutôt content. Nejat Khadda, que je connais depuis longtemps, je connaissais son mari Mohamed Khadda, qui est peintre, qui était comme mon père, disons, qui me considérait comme son filleul, que je connaissais depuis depuis que j'étais tout petit. Et donc, elle, qui est une des grandes spécialistes, a écrit un texte innovant. Donc, j'ai vu les gens qui ont écrit sont quand même des chercheurs connus dans le monde de la littérature maghrébine. Et j'ai trouvé... Et l'éditeur aussi était content. Et Hamid, qui est un ami, Hamid Tibouchi, qui est un très bon poète, et un très bon peintre aussi. J'ai travaillé plusieurs fois avec lui des illustrations. Il a fait aussi de très belles illustrations. Donc, oui, c'est... Bon, oui, c'est quelque chose qui fait plaisir. Mais enfin, 75 ans, on a dépassé le côté narcissique, je l'espère. mais c'est une bonne chose. Et les textes, c'est qu'il y a, les textes ont été écrits en sympathie. Donc c'est ça aussi qui est bien, quoi. Peut-être il faut ajouter, oui, ce que je n'ai pas dit au tout début dans mon introduction, c'est qu'on a essayé, en tout cas avec Regina, ce que tu disais, tu parlais de sympathie, on a essayé de faire dialoguer les textes les uns avec les autres. C'est-à-dire on a pensé la place autant que possible de chacun des textes, puisque effectivement ça fonctionne par écho, ça fonctionne par contrepoint, par résonance. Voilà, donc il y a toute une espèce de rythmique qu'on a voulu mettre en place dans le volume, qui répond évidemment au travail du poète. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, du coup, la deuxième question, j'ai envie de dire, puisque tu reviens d'Algérie, tu étais en Algérie il y a encore très peu de temps, comment il a été reçu en Algérie, le livre? Puisqu'il y a eu une ou deux des émissions de télé, un salon. Enfin... Non, je ne sais, ce livre, je crois qu'il n'a pas été reçu du tout. Il n'a pas été, je n'ai pas eu. Oui, il a été évoqué, mais brièvement. Mais comme les gens ne l'ont pas lu, ils ont simplement signalé la parution. Mais je n'ai pas... c'est-à-dire qu'à part Mourad Eles qui a écrit des articles assez sérieux sur mon travail, les journalistes aujourd'hui, ils sont pas... C'est pas des journalistes littéraire. J'avais autrefois avec Tahar Djaout, avec des gens qui écrivaient vraiment des comptes rendus importants. Là, parfois, ils voulaient me poser des questions. Je voyais qu'ils n'avaient pas lu. Je disais non, je ne voulais pas répondre aux questions. Ou alors je détournais. J'ai dit, si vous voulez que je vous parle des prisonniers politiques et tout, posez-moi les questions. Alors là, tout de suite, ils s'en allaient. Et puis voilà. Donc, et on m'a fait la réputation d'être un auteur difficile, ce qui est faux, mais bon, difficile, je ne sais pas ce que veut dire difficile, mais quand je fais les lectures à haute voix, c'est pas tellement difficile. Bon, mais peut-être la structure ou le côté insolite, ça peut, mais ce qui fait que j'ai une docteure, une enseignante d'ailleurs, elle a contribué dans l'ouvrage. Ça me fait plaisir parce que c'est une jeune docteure. Bon, elle a encore pas mal de travail à fournir avant d'être... et encore, Mourad Eles l'a beaucoup aidé, mais elle s'est trouvée à Constantine avec des enseignants qui devaient la diriger, qui n'avaient jamais lu une ligne de moi
qui ne savaient pas quoi dire et qui l'ont dissuadé de travailler sur moi. Ils lui ont dit, mais c'est un auteur difficile, tu ne peux pas, on ne comprend rien à ce qu'il écrit. Mais elle a insisté, elle a voulu. Et à la fin, quand elle voulait que dans le jury, on mette Mourad Ellès, ils ont, oh, celui-là, il est trop difficile, parce qu'ils avaient peur. Les autres membres du jury, comme ils n'avaient pas lu, c'était des remarques qui n'avaient rien de littéraire. Et dans les autres universités, c'est pareil. Je vois sur des thèmes qui sont les miens, ils vont travailler avec d'autres auteurs. Enfin bon, là aussi, il y a le problème que d'autres enseignants, d'autres spécialistes aussi de littérature ont dit que j'étais un auteur difficile et que voilà. Donc, c'est bien que tu parles d'auteur difficile parce que je crois que c'est un peu il faudrait penser l'expérience. De faire de chaque relation que l'on a au texte un moment d'expérience, un moment où on projette des formes, on projette des figures qui s'assemblent. C'est pour ça que ça paraît difficile à beaucoup de gens, parce que comme une expérience ne se répète pas toujours de la même manière, c'est difficile d'accéder aux termes de l'expérience, à la fois les termes de l'écriture, et dans toutes les phases de l'exposition de l'expérience, ou novateur. Je préfère le mot expérience à novateur. Innover, c'est d'abord être dans l'expérience. Et que si on t'a dit que tu es un auteur difficile, c'est sans doute parce qu'on ne comprend pas quels sont les termes de ton expérience. Moi, je l'ai bien vu dans le texte que j'ai travaillé. Je me suis introduit comme chez moi en faisant une expérience. Et je pense que c'est un peu... c'est une bonne idée d'avoir ça en tête, hein, plutôt que difficile. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'écriture, et d'expérimenter dans la forme, d'aller au plus loin. C'est-à-dire que les gens, la première fois quand j'ai publié Le Vieux de la Montagne, c'est une écriture très moderne, tu devrais... Mais le deuxième, Sultan Galiev, c'était totalement différent dans l'écriture. Je l'avais pensé comme les samizdat à l'époque, les textes écrits des opposants en Union soviétique à l'époque, et donc je l'avais fait de cette forme-là. Donc j'avais beaucoup travaillé le marxisme, et les gens étaient, mais pourquoi? Et le troisième, c'était aussi différent, mais j'ai dit, mais non, ce qui est différent, c'est en fait, c'est une recherche d'écriture, mais quand vous regardez le fond, je cherche, c'est toujours mon travail. On peut le reconnaître, mais simplement, ça n'est pas parce qu'une écriture a marché, je vais refaire la même chose. Si je refais la même chose, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est jusqu'où je peux aller avec l'écriture, que ce soit au niveau du vers, de forme versifiée, même si le vers est un vers libre, ou le vers ou la poésie en prose, ou la prose elle-même. Donc c'est vraiment... si on entre dans l'écriture, alors là, c'est autre chose. Et à quels auteurs je me confronte quand je veux aborder le thème d'écriture. Donc si je travaille, si j'ai Joyce dans la tête pour Jean de Mostat et Jean de Dublin et des choses comme ça, donc c'est tout ce travail-là qui peut paraître souvent compliqué, mais qui n'est pas si compliqué, parce que j'explique aux gens, si vous ne connaissez pas les références, ça n'a aucune importance. Le problème numéro 1, c'est de prendre plaisir à la lecture. Après, vous allez voir, plus vous allez entrer dans les textes, plus vous allez avoir de références, et plus vous allez augmenter votre plaisir. Mais le plaisir doit être là dès le départ, et dès le départ, il faut qu'on rentre dans le texte. Si le texte est trop compliqué, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Oui, donc, effectivement, la question de l'attente du lecteur que vous avez soulevée tous les deux, je crois que c'est effectivement la clé de la difficulté d'accès dont tu parlais. Les gens, ils attendent, quand ils lisent, la plupart des lecteurs, enfin une grande majorité de lecteurs, attendent de reconnaître ce qu'ils connaissent déjà. Et donc, à partir de là, oui, à partir de ce point de vue, tu es un auteur difficile, forcément. Mais c'est à partir de ce point de vue-là. Alors, une autre question me vient également, c'est...
et en même temps, ça pose la question de ton rapport à la critique. Après des livres comme ça, ou déjà avant, il y avait eu le livre de Mourad, tu l'as rappelé, Jacqueline Arnaud déjà dans les années 80 qui avait fait un article important sur toi, Najet Rada également. Est-ce que ça influe, comment vais-je formuler ma question, est-ce que ça a quand même une incidence sur la poursuite de ton œuvre? Est-ce que ça joue quand même un rôle quelque part de découvrir cette critique? Ou est-ce que déjà tu évites de la lire, ou bien tu la lis et ça te nourrit d'une certaine façon, peut-être indirecte, ou ça peut parfois... qu'est-ce que ça joue dans ton rapport à l'œuvre? Quel rôle ça peut jouer et quel est ton rapport à cette critique? Quand c'est une critique de chercheurs, tout ça, bon, je me dis, les chercheurs sont libres d'écrire ce qu'ils veulent. Parfois, je ne suis pas d'accord avec les explications, tout ça. Donc, ça, c'est comment tel ou tel chercheur appréhende l'écriture lui-même. Donc ça, souvent, je la lis longtemps après. Je ne la lis pas tout de suite. Par contre, les critiques journalistiques, là, ça me fait rire un peu. Donc je les parcours pour voir, tiens, comment ça marche pas. Mais sinon, voilà, c'est-à-dire ce qui est incroyable, le poisson de Moïse. Je n'ai aucun papier en France. Je pars 2 ans après, je suis invité à Francfort, j'ai un grand article dans Die Welt avec ma photo en grand au milieu, toute la presse, tout ça. Et je me suis dit, ça m'a déboussolé. Je me dis vivement que je me sauve parce que les radios, les journaux, il n'a pas plus vendu, hein, ou alors c'était un petit éditeur autrichien. Je me dis, voilà, heureusement que j'avais plus de 50 ans, mais je me dis, voilà, l'autre, rien, puis là, tout d'un coup, j'ai les fastes, l'invité d'honneur à Francfort, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Je regrette une chose, j'avais une amie, une grande amie, poète, écrivaine et tout, Ethel Adnan, elle est morte à 91 ans, il y a 2 ans, et elle m'avait proposé un très grand prix aux États-Unis, mais à l'époque, j'étais très peu traduit, pratiquement pas, c'est le prix Neustadt. Et elle m'a tellement défendu que j'étais classé 2e. Et puis c'était, à l'époque, c'était les années 92, j'avais pas de sous, et c'était $60 000. Je me suis dit, c'était le seul regret, $60 000, et j'étais classé 2e. Le premier prix, c'était un des grands poètes brésiliens, oui, Melo, un très grand poète. Mais enfin, le fait d'être classé 2e, j'ai dit, si j'avais eu les traductions que j'ai maintenant, peut-être que j'aurais remporté le prix. Malheureusement, pour ce genre, les prix, c'est aussi enfin, c'est toute une... Je ne sais pas, j'essaye de faire attention au temps. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. On peut peut-être lire un dernier texte et puis ensuite laisser la parole à la salle. Alors, je vais vous lire, toujours dans sa version française, parce qu'encore une fois, je ne lis hélas pas l'arabe. Je vais vous lire le poème de Issa Marlouf, donc poète libanais, qui s'intitule tout simplement « Pour Habib Tengour ». 1. Les pluies tombent de la clarté du jour. L'arc-en-ciel, corde à linge pour les nuages, souffle des êtres épuisés dans les maisons sombres où les vents cognent les oreillers et la vapeur de la terre détrempée pétrit les souvenirs. 2. Pas de traces de nuages se glissant entre les cloches. À qui sont ces souffles qui montent chaque matin au-dessus du lac? Nous disons adieu à la guerre qui n'a que trop duré. Nous laissons de côté la vengeance sur les routes humides avec les feuilles sèches qui, sous peu, seront balayées par le vent. 3. Ceux qui, le soir, regagnent leur foyer, glanent le bois des heures révolues,
Tout est calme, même l'air. Les rideaux sont à leur place, ainsi que les tableaux accrochés au mur et les livres, avec le grondement étouffé de leurs lettres. Ceux qui regagnent leur foyer arrosent les jardinières de fleurs, se tâtent et s'assurent du battement de leur cœur. Traduit de l'arabe par Abdelatif Lahabi. Merci. Je laisse la parole maintenant au public, comme il est d'usage et de tradition. Vous avez certainement peut-être des remarques à faire, des questions à poser à Habib Tengour. Donc la parole est à vous. Bonjour messieurs, c'est juste une question qui est... Parce que je viens d'arriver, donc je n'ai pas suivi toute la conférence. Néanmoins, j'ai une question que je vais poser à M. Tengour. Est-ce que par rapport à votre livre, Les gens de Moustaghanem, est-ce que ce livre a été lu par Kamel Daoud? Ça, c'est... Au cas où vous aurez eu des retours, on ne sait jamais. Je pose la question quand même. Non, et deuxième question... la deuxième question, c'est que vous, on vous traite... Alors, vous êtes à la fois anthropologue, écrivain, prof d'université, vous avez plus d'un arc, plus de flèches dans votre arc, comment on dirait. Vous avez été prof à l'université de Constantine, ça je le sais, avec un périple via Nantes. Enfin, je ne vais pas faire le CV de votre parcours professionnel, mais bon, la question de fond, c'est que... on vous a toujours traité d'un écrivain qui a une écriture qui est aussi entre une dérive, ce que j'appellerais imaginative, et puis en même temps une surréalité lyrico-critique. Voilà. Alors je voudrais savoir où est-ce que vous vous situez, parce que moi je sais qu'on vous traite aussi d'écrivain du sillon plus que l'écrivain de la trace. Voilà, merci. Non. Ça, je pense que c'est au lecteur de donner les définitions. Moi, si je me définis, j'essaye de trouver ma propre voie. Donc, je me définis comme étant Habib Tengour. Voilà. Je ne peux pas vous dire. Effectivement, j'ai été marqué quand j'étais lycéen par le surréalisme. J'ai été marqué par Homère, par Joyce, Hölderlin. Voilà les auteurs qui m'ont marqué. Seferis. Après Mohamed Dib, Kateb Yassine, mais c'est comment petit à petit tout ça donne autre chose. Mais disons progressivement, les gens reconnaissent plus ou moins mon écriture. Je pense qu'il y a ce qui fait que j'écris depuis très longtemps, mais j'ai publié tardivement. Avant de publier, j'avais écrit pendant une dizaine d'années des exercices, des choses qui n'ont jamais été publiées. Donc, de dire surréalisme, le surréalisme et le soufisme, oui, c'est les choses qui sont dans l'écriture. Mais après, il y a beaucoup... Dans le travail au niveau de la prose, ou du vers, ou de la formule, bon, il y a Rimbaud, il y a Lautréamont, c'est tous les auteurs qu'on a. Quand on écrit en français, obligatoirement, c'est tous les auteurs que j'ai, disons, étudiés quand on est lycéen. Et après, ceux qui sont restés et ceux que je vais continuer à lire et à relire à chaque fois. Donc, au fur et à mesure du temps et des relectures, des choses nouvelles apparaissent. Ouais. Ce qui m'a frappé dans votre discours, c'est en fait que ce soit pour le poète, le dramaturge, le romancier ou le plasticien, quand il n'y a pas une escorte journalistique, quelle que soit sa qualité, même s'il y a une escorte universitaire sur un livre, sur un auteur, en fait, sa visibilité est pratiquement inexistante.
la voix unique d'un auteur ne passe plus par exemple, les liens amicaux, les cercles qui peuvent être composés de poètes, de dramaturges, de plasticiens, de peintres. Ça dépend uniquement de l'escorte journalistique. C'est assez dommage. Quelle est la place finalement de l'éditeur, son travail de publicité, même si ce mot n'est pas très beau, pour faire connaître un auteur? Déjà, il faut que l'éditeur soit un grand éditeur. Donc un petit éditeur déjà est marginalisé. Maintenant, le côté médiatique, effectivement, des auteurs, je me souviens toujours les paroles de Mohamed Dib qui me disait « Ah, j'en ai vu des auteurs passer au seuil, on disait c'est les grands auteurs et tout ça, c'est les plus grands du moment. » Et puis quelques années après, on n'en a plus jamais entendu parler. Donc, je vous cite, moi, les auteurs qu'on lisait quand on était lycéen. Qui lit Hervé Bazin aujourd'hui? Qui lit Cronin aujourd'hui? Qui lit... C'est les auteurs qu'on lisait à l'époque. C'était... bon, donc ça veut dire que les grands... Ce qui est médiatique, c'est l'air du temps, le moment... je pense que tous les grands auteurs que je lis sont à la fois dans l'air du temps et dépassent l'air du temps. Et au contraire, rendent compte de l'air du temps d'une façon qui est hors du temps. Alors, moi, je me dis, à la limite, être respecté par mes pairs, être connu et reconnu dans le milieu que moi j'apprécie, bon, c'est sûr que pour l'éditeur, ne pas vendre, c'est pas... Les éditeurs, bah oui, ça c'est le problème, c'est de trouver un éditeur. C'est pourquoi je m'étais dit, maintenant, j'ai mon éditeur algérien, même si je ne trouve pas d'autres éditeurs, ben, je publie pourvu, comme Dib me disait toujours, un livre, il faut que le livre existe. Après, laisse-le vivre, il trouvera son chemin. Et il y aura toujours, donc les lecteurs, bah, c'est sûr que quand on voit certains auteurs médiatisés, on parle, voilà. Bon, mais après, c'est maintenant, enfin, quand j'étais plus jeune, oui, je me dis, ah, mais maintenant, bon, à la limite, je n'aimerais pas écrire comme eux. Donc à partir de là, ou peut-être que je n'ai pas la capacité d'écrire comme eux, parce que pour réussir à faire des best-sellers, le genre, il y a une manière d'écrire, une manière d'être qui n'est pas la mienne. Donc à partir de là, et c'est pourquoi aussi j'ai toujours travaillé pour gagner ma vie. J'étais anthropologue et sociologue et ça me permettait d'être libre, d'écrire comme je voulais, ce que je voulais. C'est-à-dire d'avoir cette liberté financière. C'est sûr que j'ai des amis qui sont obligés de courir, de faire des ateliers d'écriture, de faire ceci, de faire cela. Je me dis non, je préfère. Moi, j'ai eu un métier et ce métier m'a même permis d'appréhender autrement l'écriture. Parce qu'en faisant des enquêtes sur le terrain, en réfléchissant sur la réalité sociale, etc., ça m'a obligé aussi à écrire d'une certaine façon. Je réfléchissais en même temps et je me demandais qu'est-ce qui est spécifiquement maghrébin, arabe, qui vous lie dans la littérature d'expression francophone. Quelles sont les images, les symboliques, les emblèmes qu'on peut dire et visualiser et sentir comme spécifiquement maghrébins? Non, c'était juste un mot pour dire, moi j'aime bien le mot difficile. Parce que si on dit qu'un écrivain est difficile, c'est que c'est un grand écrivain. Tout simplement. Je pense par exemple à Claude Simon, qui est un écrivain immense, hein, qui n'était pas tellement reconnu en France. Quand il a eu le prix Nobel, il a même dit, par ironie, par humour, dans son discours à Stockholm, que ça avait été comme une catastrophe nationale. Et des grands critiques de l'époque disaient qu'il était laborieux.
Il a revendiqué ce labeur de l'écriture. Donc je pense, quand on dit un écrivain est difficile, c'est intéressant. C'est un grand écrivain. Alors, merci pour la remarque difficile, grand. Alors, ce qui est spécifiquement maghrébin, après, ça apparaît dans l'écriture. Je pense le choix des mots, le rythme, si on parle de l'écriture, hein, le rythme des phrases, la couleur des mots, leur sonorité, c'est ça qui fait que il y aura une ambiance, pourrait-on dire, qui serait plus maghrébine ou plus. Mais ce qui est intéressant, c'est en étant dans une ambiance maghrébine, moi j'étais né dans une ville au bord de la mer. Bon, pour moi, dès le départ, les auteurs qui m'ont le plus marqué, c'est des auteurs grecs, Séphéris, Élitis, Rizos, parce que c'est l'univers méditerranéen. Ça peut être. Donc c'est à la fois, comment dire, c'est pas tellement les thèmes, hein, c'est pas les thèmes qui font qu'on est maghrébin, parce que dans ce cas-là, pour dire, voilà, comment par effet de miroir et de contre-miroir, comme j'ai fait mon lycée en France et que j'ai commencé à lire vraiment, c'est à partir de la classe de 3e avec les romantiques, et en lisant Victor Hugo, les orientales, et tout d'un coup, je vois dans une note, il parlait d'Imr al-Qais, et tout d'un coup, ça m'a rappelé, Imr al-Qais, c'est un des poètes pré-islamiques, des Mu'allaqat, que j'ai entendu quand j'avais 7 ans. Et donc, c'est par le biais, comment la mémoire m'est revenue, par le biais de Victor Hugo, ou Nerval, Le Voyage en Orient, ou Baudelaire. Et donc, comment... mais eux, ils n'étaient pas orientaux ni arabes, mais c'était cette époque-là où on avait... Et moi, ça m'a obligé à relire autrement leurs références. Et c'est ça qui fait que, en fait, dans le va-et-vient, je peux écrire, comme Mohammed dit, par exemple, quand on dit la trilogie nordique, ces derniers romans se passent en Finlande ou dans un pays nordique, et pourtant, quand on lit, c'est un Algérien qui écrit. Donc c'est comme ça, comme un Français peut écrire sur n'importe quel pays, mais c'est français. Donc le côté maghrébin ou algérien, c'est à côté d'autres choses. Alors voilà, notre ami aimerait entendre quand même un texte d'Habib Tengour. Un ou deux. Ah. Je ne les ai pas. J'ai failli amener, puis après, non, je n'ai pas mes textes à moi, et comme je ne connais pas par cœur, je n'ai pas. J'ai failli amener pour montrer, et puis là, comme ils ont dit non, c'est pas ça, j'ai pas, et je n'ai même pas, non, je ne les ai, ils sont pas, même pas sur mon ordinateur, sur ma, je ne les ai pas. Comme c'est un livre d'hommage, évidemment, il n'y a pas de texte d'Habib dans le... Alors peut-être qu'on peut, si vous en êtes d'accord, on peut peut-être terminer par un... Ah si, encore des questions, Mani. Ce n'est pas une question, c'est juste une observation. Je voulais vous dire, Monsieur Habib Tengour, que le succès n'est peut-être pas important dans l'immédiat, mais dans le temps, parce que c'est la poésie. La poésie, c'est dans le temps. Vos livres ne seront jamais démodés, et on les découvrira toujours. Alors qu'un roman, on peut l'oublier dans 1 an, 2 ans, surtout s'il est moyen et même s'il a eu beaucoup de succès. Voilà, c'est tout. Je vous en prie. Je voudrais juste savoir, je ne sais pas si j'ai bien compris pendant le discours tout à l'heure, vous disiez que les critiques littéraires ne sont plus comme ils étaient avant. C'est peut-être la journaliste qui parle maintenant. Je voudrais savoir
qu'est-ce qui manque dans la critique littéraire aujourd'hui pour qu'elle soit comme elle était avant? D'abord, la place qui est accordée aux journalistes littéraires, souvent c'est des pigistes, c'est pas... par exemple, quand Tahar Djaoud faisait les critiques dans Algérie Actualité, c'était un écrivain qui savait de quoi il parlait. Il y avait ou bien avant lui, il y avait Malak Alloula qui avait écrit des critiques. C'était tout à fait autre chose. Après, c'est le niveau des journalistes. S'ils ne sont pas bien payés, s'ils lisent rapidement, s'ils ne sont pas formés, je ne saurais pas vous dire. Mais ce que je vois, c'est la place qui est accordée n'est pas une place importante. Voilà. Et déjà, pour qu'ils puissent effectivement, avant on avait les Algérie Actualité, des hebdomadaires. En général, dans les hebdomadaires, la critique est plus soutenue. Si on avait des bimensuels, elle serait encore mieux soutenue. Si on avait des revues littéraires, la critique serait plus soutenue. Or, on n'a pas tout ça. Et dans les journaux, les quotidiens, c'est des trucs écrits à la va-vite. Voilà. Oui, c'est ça. Je crois que tu dis, dans ce que tu dis, le dernier point est très important, c'est la question du temps aussi, du rapport au temps. Et l'Algérie n'y échappe pas. Enfin, comme tout pays, il y a une accélération du temps. Et effectivement, comme l'a dit Madame, comme on est dans des œuvres qui réclament un autre rapport au temps, voilà, si je puis dire, là, c'est deux logiques temporelles qui se télescopent et qui ne sont pas toujours profitables, bénéfiques à l'œuvre littéraire, je crois, poétique. Vous avez de la chance. C'est parce qu'il y a un livre d'art que je dois faire avec Qureshi. Alors, il y a quelques poèmes, je vois là. Alors, refoulé dévastation, dans une salle des pas perdus. Étouffer ce brasier, cœur sec, s'embarrasse, en hâte, rallume ses déboires, flambés, ce qui se perd à jamais, tourbillon, exacerbe les déchirures du récit. Voilà. Merci Habib. Et merci, je crois qu'on arrive au terme de l'heure. Merci pour votre présence, votre écoute. Oui, alors voilà, on peut dire, on n'a pas malheureusement énormément d'exemplaires parce qu'il n'a pas été possible de le faire venir d'Algérie. Enfin, ça a été très compliqué. Donc, en tout cas, ceux qui sont intéressés peuvent venir nous voir. Il faut savoir qu'il va y avoir aussi une séance de dédicace tout à l'heure à 14h45. Mais voilà, on n'a que 5 exemplaires, ce qui n'est pas beaucoup. Voilà. Merci à vous.